l'idée c'était de donner la parole, de vous donner la parole, donc à chacun d'entre vous qui aurait une histoire à nous raconter sur son histoire. Là c'est une double histoire qu'on va écouter. À savoir que une des raisons d'être de la relève, vous l'avez devant vous, vous les avez devant vous, la raison d'être de la relève, c'est-à-dire qu'on a, lorsqu'on a créé la relève il y a maintenant BM année, donc, on va fêter la BM de la relève le 18 juin, vous êtes tous invités à inviter des gens, soit bien remplis. C'est un gala, c'est un peu cher, comme tout gala, parce qu'on va essayer de ramasser des fonds. Et si vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui peuvent nous aider à financer les activités, vous êtes invités à les inviter. Et donc quand on a créé la relève, il y a, je dis BM année exprès parce qu'on n'a pas décidé si c'était la bat mitzvah ou la bar mitzvah. On n'a pas encore décidé parce qu'on a 12 ans et demi. Donc on est un peu entre les deux. Et l'idée c'était vraiment de donner la possibilité à tous les juifs, quels qu'ils soient, jeunes, de se retrouver et de pouvoir vivre leur identité, même s'ils n'avaient pas pu la vivre avant. Et la raison d'être, c'est vraiment d'aller même découvrir, trouver des juifs qui n'avaient pas eu cette possibilité de transmission dans leur enfance ou dans leur histoire, etc. Et on essaye de se donner ce rôle de transmission et c'est un peu ambitieux, je vais le dire comme ça, mais de préservation de l'identité juive et de cette transmission que c'est notre dada ici à la relève que tous les juifs restent juifs et restent fiers d'être juifs. J'espère qu'on arrive plus ou moins à atteindre cet objectif pour certains, je pense. Et donc on est très content d'écouter Père Lézis, et pas seulement content, on est, et moi personnellement, très fier. Merci à tous d'être là. Bonne écoute, je salue, je peux, la présence de la maman de Père Lézis, voilà, vous allez entendre l'histoire, qui a, je peux, fait pour la première fois un voyage entre juifs en Pologne avec moi il y a quoi maintenant 2 mois à peu près, et qui a à cette occasion fait pleurer Isis qui était avec nous, mais je vous laisse raconter tout ça. Bonne écoute, merci à tous. Bon, déjà, mille merci d'être venu. Merci beaucoup Raphaël pour tellement de choses, parce que on va commencer par peut-être notre grand-mère qui, donc notre famille vient de Pologne, et comme beaucoup d'Ashkénazes pendant la guerre, ils ont dû fuir, ils ont dû se cacher pour survivre pendant la guerre. Et nous, notre grand-mère a été cachée dans un couvent, je ne sais pas où exactement, mais en gros de ses 6 à 10 ans, elle a été cachée parce que son père, elle, a été pris par la Gestapo une première fois, mais au début de la guerre, on ne déportait pas les femmes qui avaient des enfants en bas âge. Et après, c'est seulement en 1942 que la Gestapo revient pour justement prendre les mères et les enfants. Et à ce moment-là, des voisins ont dénoncé la famille de ma grand-mère, mais d'autres voisins l'ont prévenu que la Gestapo allait venir. Et c'est ce qui fait que donc, notre arrière-grand-mère a pu placer ma grand-mère, et elle est partie se cacher, encore une fois je ne sais pas où, avec sa cadette qui devait avoir quelques mois à l'époque. La guerre se passe, ils reviennent à Paris, donc ils n'ont pas pu récupérer leur appartement. Mon arrière-grand-père, lui, est mort en déportation, donc mon arrière-grand-mère se retrouve avec ses 2 filles, toute seule, et pour elle, tout ce qui rapproche aux juifs, ou la religion, la communauté, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui lui fait du mal, et donc elle décide de vraiment s'exclure de tout ça. Elle élève sa fille toute seule, après elle se remariera plus tard, mais ma grand-mère naît vraiment sans savoir
ce qu'est être juif. Alors elle se souvient, elle a des bribes, elle se souvient qu'on lui a obligé à mettre l'étoile. Elle se souvient de la Gestapo qui est venue frapper à la maison, ça l'a traumatisée. Mais après, la vie a passé et finalement, elle n'a jamais voulu reparler de ça, on ne lui a pas parlé de ça. Et même quand elle a eu des enfants, ma mère était au courant qu'elle était juive, mais pareil, sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, voilà, elle a grandi dans les années 60, il y a une chaîne de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, vous vivez en banlieue. Vous ne savez pas forcément comment faire pour peut-être recréer du lien avec d'autres juifs, même si à l'école, quand elle a 12 ans, elle rencontre une copine de classe qui lui dit « mais moi je suis juive » et là ma mère lui dit « moi aussi je suis juive, oh mais il faut absolument que tu viennes une après-midi dans un lieu, je pense, comme celui-ci, où ils ont chanté, ils ont fait un goûter et tout de suite ils lui ont dit « on va te trouver ton prénom hébraïque, on va t'emmener en Israël ». Là ma mère passe la meilleure après-midi de sa vie. Mais mes grands-parents lui interdisent d'aller en Israël. Elle lui dit non, c'est absolument impossible, tu ne fais pas ça, c'est trop dangereux, tu vas mourir. De toute façon, on ne parle pas de ça, c'est dangereux, voilà, tu sais que tu es juive, mais... Donc c'est dit, mais on n'en parle pas. Donc on grandit avec ça, et nous aussi, on grandit finalement comme ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas la première fois qu'on en a parlé. Je sais pas, mais je sais qu'on nous a toujours dit, quand c'est venu à en parler dans la famille, je sais pas d'où, mais clairement on nous a dit ah non, non, on n'en parle pas. Si on vous demande, vous êtes catholique, vous êtes chrétien, point barre. Bon, alors, nous on a grandi, on est athée, hein. Chez nous il n'y a pas de religion, on a grandi athée, ma grand-mère aussi l'est actuellement aujourd'hui. Donc nous, en plus, on comprenait vraiment pas c'était quoi le concept. Nous on croit pas en Dieu, mais il faut qu'on dise qu'on est catholique pour pas qu'on comprenne qu'on est juive. C'est compliqué. Et puis encore une fois, je sais pas, quand on connaît pas quelque chose, ça ne peut pas nous manquer. Parce qu'on n'a pas ce comparatif-là. Et moi je crois que c'est surtout aussi au collège, lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale dans les livres d'histoire, qu'on emploie le mot Shoah. Et là, je me suis mise à pleurer. Et je crois que c'est en rentrant à la maison, je parle de tout ça. Et puis là commence à avoir des petites bribes. Bah oui, c'est normal que ça te fasse autant d'effet parce que c'est notre histoire. Vraiment, c'est notre histoire, mais à l'école, on nous dit qu'être juif, c'est une religion. Donc comment nous, on peut être une religion si on ne la pratique pas? Donc voilà, encore du flou. Et puis, quand on essaye de poser des questions, ma mère n'a pas les réponses. Et ma grand-mère ne sait pas non plus vraiment nous répondre, parce que je pense qu'elle-même non plus ne sait pas. Enfin, je veux dire, il y a plus de définitions. Je pense que chaque juif a sa propre définition de ce qu'il est. Essayer de taper qu'est-ce qu'être juif sur Internet, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je dis... je comprends rien. Et puis, ChatGPT, on va tester. Mais bon, finalement, ça s'arrête là, on ne fait pas plus de recherches parce qu'il y a quand même une peur. Moi, j'ai vraiment jamais dit que j'étais juive à personne. J'avais quand même cette peur de le dire. Alors que ma mère, par exemple, quand il y avait des choses à la télé qui passaient, des juifs qui recevaient des prix, elle avait ce truc quand même de dire « Regarde, ça c'est nous, on est les meilleurs ». Donc il y a une forme de fierté, en même temps il y a une peur, il y a du non-dit. Bon, la vie passe, et c'est quand je viens m'installer à Paris, je suis toute seule, je connais personne. Franchement c'est dur, c'est un peu compliqué, je sais pas où me faire des amis. Et là ma mère me dit ne reste pas seule, rapproche-toi de la communauté. Super, je fais quoi? Je vais toquer à la porte d'une Sina et je dis salut. Alors je crois que je suis juive mais je suis pas sûre, je peux vous... Bon, voilà, encore une fois c'est un peu galère. Et je rencontre une arrière-cousine, parce qu'une partie de ma famille, pendant la guerre, eux, sont restés pratiquants, mais ça n'a pas connecté avec notre côté. Et donc je vais voir une arrière-cousine qui me reçoit dans un petit restaurant italien du 16e. Elle n'est pas très accueillante, mais elle me dit... Ashkenaz en même temps. Voilà, c'est pareil, oui, mais moi je me rends compte un peu dur, un peu froid, un peu trauma. Et elle me dit une chose, elle me dit si tu as des questions, fais Taglit. Et c'est tout. Et je me suis accrochée à ce mot, j'ai tapé Taglit sur internet, et là je découvre qu'il y a un voyage extraordinaire de 10 jours qui vous est offert, et là je dis à Isis, let's go. Il faut trop qu'on y aille, en plus ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble. Viens, on fait ce voyage, on n'avait pas voyagé vraiment avant. Bon, le Covid arrive, donc le voyage est retardé, finalement Isis ne peut pas venir, et moi ça bouillonne en moi, ça fait 2 ans que j'attends. Je dis je peux plus attendre, je vais faire ce voyage-là. Et pendant ce temps-là, je ne rencontre pas de juifs, je reste comme avant, je n'en parle pas, je dis rien, mais je sais que je vais aller faire ce voyage.
Et donc, ma première connexion avec d'autres juifs, mon premier Shabbat, ça se fait en Israël avec une guide exceptionnelle qui s'appelle Liora Shekroun. Et j'arrive et je lui dis, mais tu sais Liora, moi, je suis pas une vraie juive. J'arrivais pas à le dire. Pour moi, en plus, il y avait sans savoir, mais il y avait un honneur à dire être juif. C'est quelque chose que je pouvais pas dire comme ça, j'avais pas la connaissance. Pour moi, j'arrivais pas à le dire. Et elle me dit, mais attends, tu vas arrêter tout de suite tes bêtises, tu dis pas ça. Et puis, le voyage se fait. C'est un voyage très porté sur le côté historique et culturel. C'est-à-dire qu'on vous emmène sur le plateau du Golan, on vous parle de la guerre des 6 jours, on vous parle de qu'est-ce que c'est un héros, on vous parle du tikkun olam, de comment réparer le monde, de comment se réparer soi-même, que le peuple juif, aussi la notion de peuple, moi j'en avais jamais fait l'expérience, parce qu'en France, quand est-ce qu'on fait peuple, c'est quoi la Coupe du Monde? Quand je fais un peu mon sondage, c'est ça qui sort. Et puis me voilà arrivée à Jérusalem. Donc pour ceux qui ne sont jamais allés au Kotel, Taglit a une coutume, ils vous bandent les yeux, ils vous mettent une petite musique, quelqu'un qui vous tient la main et qui vous amène pas loin du mur. Et là, encore les yeux bandés, je me mets à pleurer, mais pleurer comme si j'étais presque possédée, quoi. Je tombe à genoux et je pleure, je pleure, je pleure. Et là, j'ai le sentiment en fait d'avoir passé ma vie, vous savez, aérée comme ça, comme si la terre était sombre et que moi j'étais là avec ma petite torche devant moi et que j'éclairais 3 fois rien. Là, c'est comme si j'avais ouvert une porte et que j'avais vu des milliers d'autres lumières qui étaient là. Et j'avais même ressenti comme si mes ancêtres me disaient, regarde, ça y est, tu n'es plus seule, regarde combien nous sommes, regarde, maintenant c'est chez toi, maintenant c'est bon, tu n'es plus peur, vas-y vraiment, reconnecte-toi et en plus, voilà, c'est toi qui va peut-être réparer quelque chose. Et là, je vous jure, mais je suis possédée. J'appelle ma mère, je lui dis, mais maman, c'est un truc de fou ce qui nous arrive, c'est incroyable, ça y est, je sais, c'est bon, c'est fini, il ne faut plus qu'on ait peur et tout. Je rappelle Isis, je lui dis, il faut absolument qu'on fasse ce voyage ensemble. Et donc, je rentre avec vraiment un sentiment comme une nouvelle respiration, comme une nouvelle naissance. Mais je reviens à Paris, je suis quand même toujours seule, même si j'ai fait quelques contacts pendant ce voyage. Et encore cette guide Liora qui me dit va à la relève, tu vas voir Raphaël, c'est incroyable, il faut que tu ailles là-bas. Donc je débarque toute seule ici. Et moi j'ai peur, parce que je voulais, encore une fois, à Shabbat, genre de nana qui débarque, mais pourquoi la lumière est éteinte, j'allume les trucs, j'ai pas les codes, quoi, je sais pas du tout comment on fait, et puis je suis ignorante, mais pas méchante, mais parfois on a l'impression que tout, quand on agit de manière maladroite, il y a des gens qui sont beaucoup moins tolérants et bienveillants que Raphaël. Donc vraiment quand même un énorme merci à toi de m'avoir ouvert ta porte comme ça, encore une fois, ça m'a permis de faire davantage de contacts et de comprendre et de découvrir qu'il y a tellement de façons d'être juif. Puis c'est vraiment, ce peuple, il a une histoire. Moi, je ne savais pas, parce qu'on était sortis d'Égypte et qu'on ne mange pas de cochon, ça s'arrêtait là, quoi. Je ne savais pas toute la résilience qu'avait ce peuple, tout ce qu'on... Puis pareil, cet effort de transmission, il y a vraiment quelque chose de fort dans cette communauté qui est magnifique. Et puis, Isis me rejoint à Paris. Donc je l'amène ici tout de suite et on fait, donc elle, son premier voyage, c'est le voyage en Pologne, on a fait l'année dernière. Là on part en Pologne, donc sur la terre des ancêtres. Très étrange parce que moi, quand on parlait de Pologne, je pense beaucoup à ma mère. Je me souviens dès qu'on voyait des films sur ça, ah mais non mais nous on veut pas voir, c'est bon, l'horreur, etc., on sait, etc. Alors on sait, tant que je pense qu'on n'est pas allé en Pologne, je pense qu'on sait rien du tout, malgré tous les films qu'on peut voir ou ce qu'on peut dire. Tant qu'on n'a pas mis les pieds là-bas, on ne peut pas savoir ce que c'est et ce que ça peut vous faire. Donc quand on est allé en Pologne, déjà on y allait toutes les deux, donc on n'avait pas pu faire Taglit ensemble, donc ça a été une grande tristesse, surtout quand elle est rentrée. Il faut que tu viennes, c'est exceptionnel. Tu dis, bah oui, j'ai pas pu venir, super, j'irai un autre jour. Donc là enfin on peut faire un voyage ensemble, et donc c'est la Pologne, donc grande émotion, grand froid, mais assez intense. On découvre une partie qui nous appartient, qui appartient à notre famille.
Et on découvre un peu, ça met vraiment des images sur des mots, sur tout ce qu'on a pu entendre, le pourquoi. On comprend aussi pourquoi notre grand-mère, elle en est là. On acquiert des vraies choses. C'était pas vraiment palpable avant, personnellement, la Shoah, etc. À l'école, moi, ça ne m'avait pas parlé. Bon, l'école, ça m'a jamais beaucoup parlé, hein, mais même ce moment-là, moi, je vois Perle, ça l'a... Moi, sur le coup, je n'ai pas trop capté. Et là, je me prends une vague d'histoire, et puis pour une fois, ça m'intéresse. On m'apprend des choses et j'aime entendre ça, j'en veux plus, je veux en savoir plus. Soit c'est parce que je réalise que ça nous appartient, que c'est notre histoire, qu'on y a le droit aussi. Mais en tout cas, ça nous chamboule. Et quand on revient de là, on appelle notre mère, comme... Bon, on appelle notre mère tous les jours, mais là, encore plus. Là, on l'appelle, c'est maman, là... Toi aussi, il faut que tu y ailles. C'est trop important, c'est trop révélateur. Et on est revenu de là en disant que nous, ça nous avait fait du bien. Donc les gens, ça les a un peu perturbés, mais t'es allé en Pologne, à quel moment ça peut te faire du bien? Bah nous, ça nous a fait du bien. On a appris les vraies choses, la vraie histoire, des moments de vie, parce que Raphaël, pendant ce voyage, il transmet des choses exceptionnelles. Il nous partage des moments d'histoire de gens qui ont réussi à raconter ce qui s'était passé, mais toujours dans la... C'était les bons moments qu'il nous racontait, alors qu'on était dans des lieux horribles, il faut le dire. Du coup, il ajoute des paillettes, entre guillemets, à ce voyage, parce que tout ce qu'on apprend, c'est exceptionnel. Et de là, on a quand même... Moi, j'ai pu retourner avec ma mère en décembre, en Pologne. Elle a pu faire ce voyage. On a pu retrouver le nom de son grand-père dans le livre à Auschwitz. Parce qu'il faut savoir que voilà, ma grand-mère a vu son père se faire embarquer, mais elle n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Elle a 89 ans, et donc c'est à 89 ans qu'elle apprend ce qui est arrivé à son père. Donc moment très intense. Et oui, ma mère m'a fait pleurer en Pologne. Je pleure rarement, sur une petite carapace, mais de voir ma mère... en allant en Pologne, le premier soir où on s'est tous présentés, ma mère a dit, bah voilà, je m'appelle Valérie et je suis juive. J'avais jamais entendu ma mère dire ça. Alors que c'est quand même elle qui nous l'a transmis. J'avais jamais entendu ça de ma mère, donc assez exceptionnel, donc moment très émouvant, et de partager ça avec elle, ça a été assez fou. Trouver le nom de son grand-père, enfin, ça inscrit la chose dans le réel. Ça s'est passé, et le fait qu'elle ait pu le montrer en plus à sa mère après, c'était un grand moment d'émotion. Oui, puis apprendre l'histoire au travers de gens qui se passionnent qui font l'effort d'aller chercher vraiment beaucoup d'informations et qui vous les retransmettent avec l'énergie de la vie. Par exemple, quand on va en Pologne, qu'on est face à la fosse aux enfants et qu'on vous parle de 800 enfants qui sont morts comme ça, bah, n'importe qui, peut-être je regarde un documentaire, je vois ça, mais moi je suis au fond du trou, alors que là, moi je suis ressortie avec une énergie de vie. Et c'est ça aussi qui fait du bien, c'est que on ne nous raconte pas l'histoire, regardez, on ne nous victimise pas. Il y a toujours une espèce de résistance. On nous parle toujours de gens, même des mamans qui ont emmené leurs enfants dans la chambre à gaz et qui avaient encore le courage et la force de leur faire des blagues avant de rentrer. Ça aussi, ça fait énormément de bien. Ça nous montre qu'on a peut-être vécu des choses horribles, mais on peut décider finalement de comment on va traverser les événements. Ok, il y a ça qui nous arrive, mais nous on décide de faire quoi? La tête haute, parfois on va la baisser, parfois on va faire des blagues, parfois on va être très sérieux, parfois on va vouloir être très pointilleux sur des chiffres, sur des dates. Moi je sais que par exemple, là, depuis le 7 octobre, j'ai aussi envie d'apprendre comment s'est construit la terre d'Israël. Finalement, ça me permet aussi de comprendre une histoire, me permet de me reconstruire et de me donner envie de choisir comment moi je vais traverser ce monde. Et puis ça permet aussi de repasser des moments en famille. Enfin, c'est bête, hein, c'est rien, mais faire des chalotes avec ma mère pour la première fois à 27 ans, c'est un kiff incroyable. Enfin, le gâteau polonais qu'on faisait de notre arrière-grand-mère, on apprend que ça s'appelle un lecker. C'est des petites choses, ça change pas la vie, mais ça fait vraiment du bien. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont grandi, qui ont vécu leur judaïsme depuis leur enfance, qui peuvent parfois, moi j'en ai rencontré beaucoup, hein, ça les saoule quoi, ils n'ont pas envie d'avoir une pratique et en fait on s'en moque.
chacun fait ça comme il veut, mais ce qui est beau, je trouve, c'est de créer des moments où une juive comme moi peut parler avec un juif comme Raphaël, et on trouve des choses à se transmettre, et c'est constructif. Moi, je me sens pas nulle, c'est génial, je vous dis, j'ai ouvert une porte sur un nouveau monde, et je découvre énormément de choses. Alors on me dit, maintenant tu manges cachère, tu fais ci. Attendez les gars, il y a tellement de choses à faire, venez, je vois. Je fais un peu aussi mon marché, c'est normal, peut-être que pour l'instant, moi, là, je deviens quand même une passionnée de Shoah, parce que j'ai envie d'apprendre, je pense que voilà, l'industrialisation de la mort, moi je l'avais jamais vu comme ça, donc quand on emploie le mot génocide aujourd'hui, je suis là, attendez les gars, venez, on discute, c'est quoi pour vous un génocide? Donc c'est important aussi, voilà, le poids des mots, le choix des mots, et puis voilà, là, on a enfin fait aussi notre voyage Taglit. Oui, j'ai réussi à partir. Voilà. Moi je suis devenue Madrira, c'est pareil, quand on m'a dit père, tu vas être Madrira, donc c'est genre accompagnatrice pendant les voyages, comme une animatrice, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'accompagne? Je fais des bourdes tout le temps à Shabbat, enfin je veux dire, je vais leur parler de quoi aux gens, et puis ils vont me poser des questions, je vais être là, je sais pas. Et en fait ils m'ont dit, si, mais vas-y, t'inquiète, vas-y quand même. Et en fait c'était incroyable parce que bon, moi je comptais les gens et je proposais des activités, mais encore une fois j'hésitais pas à leur dire je connais pas ci, je connais pas ça. Et en fait pendant le voyage, c'était génial de rencontrer encore une fois plein de jeunes de milieux sociaux différents, et ils m'apprenaient encore plein de choses. Ah ouais, toi t'as vécu ci, toi t'es né là, toi t'es... Et toi tu manges ça comme ça, fais voir, ah oui c'est super bon. Enfin on apprend et on partage plein de choses, et ça fait vraiment, ça fait vachement bien en fait, c'est ça que je retiens. Et puis d'être là pareil devant vous, à vous parler, on se dit ah bon mais qu'est-ce que tu veux qu'on leur raconte? Est-ce que c'est si important que ça d'avoir grandi sans connaître son judaïsme? Nous on a super bien grandi, on a regardé des films avec nos parents toute notre enfance, on a fait des gâteaux dont on savait pas le nom, on s'est régalé. On faisait pas de fêtes, donc c'est vrai, par contre on n'avait pas de calendrier, nous on faisait Noël et les anniversaires et c'est tout. Là c'est chouette parce que maintenant on a plein de fêtes. C'est genre, ah là génial, et là qu'est-ce qu'on mange? Des fruits, mais ça c'est dégueulasse, qu'on mange quand même là. Il y a des trucs quand même, c'est quoi, ça appelé ça? Raphaël m'a invité chez lui. Mange, ça mange, et puis limite il me sert une grosse quantité, je ne sais plus comment ça s'appelle, là il y avait des... On n'en parlera pas parce que c'est le seul truc bon. Elle n'a pas supporté. Mais le charosel. Tout le monde aime le charosel, n'est-ce pas? En même temps, comme on n'aime pas le reste. Et puis voilà quoi, c'est vraiment, moi je m'attendais pas en fait à ce que tout ça débarque dans ma vie. Je suis venue à Paris pour bosser dans le cinéma, et c'est déjà un rêve de gosse, et puis je me dis j'ouvre cette porte en plus de l'histoire du peuple juif, et c'est à chaque fois que je veux bosser pour le cinéma ou que je veux écrire des films, je fais mon arbre généalogique, je pars faire du volontariat en Israël. En fait ça, c'est vrai que on a envie d'apprendre plus, de rencontrer plein de gens, de parler, de comprendre, d'échanger, et encore plus dans un monde où franchement on rencontre des gens tout le temps, on parle avec plein de gens tout le temps sur les réseaux, mais parfois on ne se parle pas de notre intimité. C'est dur d'avoir des moments pour vraiment rentrer dans le fond du sujet, et d'avoir des lieux comme celui-ci, voilà, encore une fois, d'avoir des gens qui se mobilisent pour qu'on se raconte les uns les autres face aux autres. C'est vraiment une chance incroyable, et merci beaucoup encore de nous recevoir. Ça nous fait du bien en fait, de pouvoir parler alors qu'on n'a pas pu parler pendant plusieurs générations. Ça nous fait bien d'écouter à nous, donc ça change de bon procédé. Et voilà, en gros. Déjà, si vous avez des questions, vous puissiez les poser déjà. Ouais, tu avais des questions. Non, vas-y. Non, je t'en prie, je suis là. Bon, c'est gentil. Tu disais comme quoi, en gros, il fallait se cacher, c'est ça? Ah, j'ai pas entendu ça, moi. Ah, ils ont dû se cacher. Non, je croyais que tu disais... En gros, il fallait pas parler de sa judéité. Oui. Ça, c'est son... On a grandi à la campagne, on a grandi à la campagne dans le sud, à côté de Toulouse. Une bonne campagne bien sévère, Ouais. et déjà être parisien, on était déjà des étrangers, Ouais. qu'on n'a même pas osé dire. Mais est-ce que vous entendiez des choses sur les juifs?
Enfin, est-ce que ça vous a fait un peu, je sais pas, vibrer ou pas du tout? Bah, par exemple, le cours que moi j'ai eu au collège, où justement ils parlent de la Shoah et tout ça, c'était... moi ça m'a... Je sais... Après mais moi, on je parle apprend... plus de réflexion, parce que moi, j'entendais par exemple, fais pas ton juif, tu vois, pour moi... Alors, faut savoir que là où on a grandi, le juif n'existait pas. Ah, d'accord. Donc, Pour eux, ils savent même pas ce que c'est. Et on a grandi sans vraiment savoir. L'antisémitisme, en fait. Alors, un petit peu, mais vu qu'on ne connaissait pas... bah, moi, je me disais. Hein. Ah oui. Moi, la première fois, par exemple, j'ai entendu fais pas ton juif, je me suis dit, je comprends pas quelle est cette expression. Si, il y en a toujours, il y en a partout. Moi, je sais que j'ai mes propres copains, mon cercle d'amis proches quand j'étais dans le sud. Ils me disaient, oui, de toute façon, c'est les juifs qui ont tout l'argent. On l'entend toujours. Mais ils disent ça parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Ils savent, il y en a, c'est horrible à dire, mais il y en a pas. Ils sont planqués, ils sont vraiment. Moi, je sais que j'en ai jamais croisé dans le sud. Jamais, on n'en croise pas. Et du coup, donc pour eux, c'est un mythe. Hein. Ça n'existe même plus. Puis en plus, on apprend ça à l'école. Donc c'est pour eux, si on apprend ça à l'école, c'est que c'est quelque chose qui s'est passé il y a tellement longtemps. Le conflit israélo-palestinien, il fait une résurgence. Aujourd'hui, je pense que dans les écoles, on en parle pas mal. Même au fin fond de Toulouse. Bah, je sais pas, par exemple, je pense que si moi, un événement comme celui-ci était arrivé, que j'en avais eu vraiment conscience qu'on en parlait autant, parce que ça m'est arrivé de rencontrer des juifs, et moi j'avais qu'une envie, c'était de leur dire moi aussi, et j'y arrivais pas. C'était vraiment... Et même après mon voyage en Israël, je n'arrivais pas à parler de ça, j'avais tellement peur. La réaction, et puis si on me pose des questions, qu'est-ce que je vais raconter? Et peut-être que... Enfin, je sais pas, j'avais vraiment peur d'en parler, et ça a mis du temps. Et t'as perdu des amis avec ça ou pas? Enfin, tu parles depuis le 7 octobre aussi, mais en disant que t'es juif tout simplement. Alors c'est vrai que les gens que je côtoyais à Toulouse, je les vois plus vraiment, mais j'ai pas perdu tant de personnes que ça, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait en même temps mon voyage en Israël, donc les gens que je fréquentais, je leur en parlais tout de suite. Mais par exemple d'afficher ça sur mon compte Instagram, qui est quand même un compte un peu pro, il m'a fallu plus de 2 ans avant de poster ces choses-là, parce qu'encore une fois j'avais peur quoi. Et là le 7 octobre est arrivé pour moi vraiment à un moment très fort, comme si là il fallait que je prenne une décision. Tu vas continuer à te cacher meuf, ou tu vas t'affirmer? Et là j'ai pensé à ma grand-mère et je me suis dit je ne me cacherai plus jamais. Et je veux pas non plus affirmer, c'est pas de la fierté, je veux pas écraser, c'est juste j'ai plus peur, et j'espère que je ne subirai pas d'attaque ou d'actes antisémites. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais c'était léger, et la nana elle est rayée de ma vie quoi. Je vais pas perdre non plus du temps. Voilà, on n'a pas de l'énergie non plus pour tout faire. Moi je préfère donner de l'énergie et venir ici et parler comme ça, que d'essayer parfois d'expliquer à des gens obtus d'esprit de temps en temps. Je pense qu'il faut vivre son judaïsme décomplexé. Et qu'est-ce qui manque pour y arriver? Moi je pense que ça dépend du parcours de chacun. Moi j'ai un besoin de revendiquer parce que tu vois, je dois porter une magaine, parce que on a dû se cacher, donc c'est un peu une forme de... Je fais ça pour mes ancêtres qui sont morts dans les camps, je dis regardez les gars, moi j'ai plus peur, et c'est un peu pour eux que je le fais. Chacun fait comme il peut, mais en tout cas... avec son histoire et son passé. Rester droit quand même dedans, et vraiment, enfin je veux dire, on n'a rien fait de mal. Un moment, après il y a peut-être des... C'est pas parce qu'on est juif qu'on fait pas de conneries, donc il y a toujours des gens qui font des trucs qui sont pas terribles, mais ça c'est à chacun de se regarder dans un miroir et de parler avec lui-même et voir ce qu'il veut faire quoi. Elle a été répondue un peu partiellement, mais pour la compléter, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez toutes les deux, Perle et Isis, c'est ça, à fermer votre judaïsme, ou est-ce qu'il y a certaines situations dans lesquelles vous évitez encore d'en parler? Non, moi j'y vais plein faire. Hein. Wow. Ouais, non, comme je l'ai dit, je l'ai jamais caché, genre je sais pas pourquoi je le disais, hein, parce que comme on a dit, on n'a pas grandi dedans, je sais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais je l'ai jamais caché. Et aujourd'hui, non, moi je l'assume, à fond. Quand il y a eu les manifs, moi j'ai dit à Perle, mais il faut y aller. Donc j'avais les deux qui étaient flippés comme pas permis, hein, et moi j'ai dit non, mais ça suffit, on y va, on n'est plus... faut y aller, justement,
je sais pas, moi j'ai toujours ce besoin de revendiquer quelque chose, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et quand je peux le faire, je le fais. Avec grand plaisir. Moi je marche dans la rue avec ma plaque. S'il y en a un qui vient, il sera reçu sans problème. Ouais, c'est vrai, moi aussi, je suis partie faire du volontariat en Israël. J'ai dû faire plein de vidéos pour Taglit. Et encore une fois, il y a une différence entre je veux dire, sa pratique religieuse, son identité familiale et la terre d'Israël. C'est pas pareil, je veux dire, tu peux dire aux gens que tu es juif comme ça et de pas parler d'Israël, les gens ils sont assez ouverts, mais quand tu mets un drapeau israélien, j'en ai partout dans ma maison, c'est un truc de fou, mais même voilà sur mes réseaux, tout ça, là les gens, il y a vraiment un fantasme du juif et d'Israël, c'est assez terrifiant, et moi j'ai découvert vraiment mon identité en Israël, donc j'ai un profond amour pour cette terre et pour les gens qui font des voyages là-bas, parce que c'est un endroit où les gens sont décomplexés quand même. Quand tu marches, par exemple, Jérusalem, Tel Aviv, il y a vraiment c'est un kiff quand on se balade, je sais pas, il y a vraiment un sens de moi, je marche tranquillement et ça, voilà, je le partage. Et c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui me contactent plus et c'est triste parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont jamais allés là-bas. Et ça, c'est triste, quoi. Mais encore une fois, je pense que, bon, peut-être quand tu es né aussi dans une famille pratiquante, que tu as l'habitude, peut-être pas cette envie forcément de raconter des... Tu vois, comment dire, d'être une espèce de défenseur du judaïsme, puisque tu le vis pleinement depuis toujours. C'est ton petit jardin secret, tout va bien. Et moi, ça me fait du bien aussi de vivre... de faire des shabbats avec des juifs comme ça, parce que ça me détend un peu parfois. Je suis très... il faut apprendre, j'ai plein de livres à la maison, je veux tout savoir, je veux tout dire. Et parfois il faut se détendre, finalement c'est un chemin de vie, il n'y a pas de niveau à atteindre, c'est chacun de le vivre comme il entend et que ce soit du kiff quand même. J'ai une petite question par rapport à la contradiction un peu entre ta pratique dans le passé, comme par exemple tu as dit le porc ou je sais pas, le Shabbat, Pâques, fêtes, etc. avec passer à faire le Shabbat, faire les fêtes. Est-ce que tu sens que tu as des choses qui sont imposées à toi ou est-ce que tu n'as pas des regrets, des choses de la liberté que tu avais avant? Tu vois, cette contradiction de pratique, est-ce que tu te sens pas oppressé d'un côté ou est-ce que tu te sens pas trop... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, nous on ne pratique pas du tout. Hein. Moi quand je fais les fêtes, il y a un côté un peu pour l'instant folklorique. C'est-à-dire que je fais les fêtes, mais encore une fois, voilà, c'est quand je vais faire un Pessar chez Raphaël et qu'il y a tous ces enfants et qu'il leur raconte les histoires, moi je découvre avec eux et j'ai besoin de comprendre avant de faire. Okay. Et donc pour l'instant, je ne me mets pas de contraintes. Je pense d'ailleurs que ça ne me serait pas du tout bénéfique parce que peut-être que je pourrais le vivre comme ça. Bon, là il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Déjà comprendre une histoire et déjà, avant la religion, il y a vraiment cette notion de peuple. Moi vraiment c'est une notion qui m'a tellement marquée en Israël, cette notion de peuple juif qui... Je veux dire, il y a des juifs dans le monde entier, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de manger, on ne vit pas dans les mêmes pays. Et on va tous avoir des références communes. Et pour l'instant, c'est peut-être déjà aussi avoir ces références-là pour peut-être me rendre aussi un peu plus maître de mon destin et de mon histoire. Et t'approprier le... Ouais, et après, c'est vrai que, franchement, faire Shabbat, pas toucher l'électricité et tout, pour l'instant, c'est trop contradictoire avec ma vie. Mais par exemple, j'aime bien quand même essayer de faire un dîner le vendredi. Alors je dis pas que, là je suis encore allée chez une copine la dernière fois, j'étais tellement contente, j'avais apporté de quoi faire un dessert sans lait, mais je l'avais pas cuisiné avant. Et j'arrive, je dis bon, un jour je vais y arriver. Mais tu vois, j'oublie. Et donc c'est vrai que chez elle, on touche pas à l'électricité, donc je lui dis mais moi je le fais. Elle me dit oui mais si tu le fais, je pourrais pas le manger. Il y a quand même tellement de choses à découvrir, va me falloir un peu de temps. Et c'est pas forcément non plus encore dans mes prérogatives. Et ce que j'aime bien, c'est voilà, quand je rencontre des gens très pratiquants, ils me taclent jamais là-dessus. Parce que vraiment, tu peux... moi, je pense que si j'étais tombée sur des gens... mais attends, tu comprends rien, mais c'est pas comme ça que tu fais. Bon alors, t'en es où? Ça peut vraiment me fermer tout de suite et me dire... en
en fait vous m'emmerdez là les gars, moi déjà je fais un travail, je cherche, me pressez pas quoi, on n'est pas à l'école, c'est fini, il n'y a pas d'obligation. Pour toi c'est identitaire et culturel, pas vraiment religieux quoi. Avant tout quoi, identitaire, le peuple et la culture. Le peuple, l'histoire, comprendre aussi toute la complexité qu'il y a et encore une fois instaurer une pratique religieuse. C'est ce que je disais à Raphaël, je dis bon je connais pas les prières mais moi je fais beaucoup de méditation par exemple, donc j'ai des façons aussi de cultiver ma foi parce que j'ai jamais dit que j'étais religieuse mais je me suis toujours sentie croyante. Mais j'ai jamais pu poser de nom sur ce en quoi je croyais. Moi je dis l'univers. Je dis toujours mais oui mais il y a l'univers, il est là, il va faire ci ou... J'ai un rapport quand même avec quelque chose qui est plus grand que moi. Ça je l'ai toujours eu mais c'est... Voilà, il y a des choses de toujours pareil, aider son prochain, être quelqu'un d'honnête, tu vois, il y a des règles comme ça que j'ai, mais je sais pas si c'est exactement celles qui sont écrites, mais en tout cas moi j'ai quand même mes petites règles pour l'instant, et puis après on verra si j'ai envie d'aller plus loin, de manger cachère par exemple, des choses comme ça, mais c'est vrai que pour l'instant ça me parle pas encore pour l'instant. Je crois que parfois, la transmission orale du traumatisme de la Shoah a tendance à sauter une génération. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il arrive que des grands-parents ne parlent pas à leurs enfants, donc à votre mère par exemple, de ce qu'ils ont vécu, mais peut-être en parlent plus ouvertement à vous. Est-ce que vous avez eu ce privilège d'échanger à propos de ça avec votre grand-mère? Malheureusement, pas encore. Mon père, depuis quelques années, essaye de la filmer l'été, quand on rentre. On essaie de lui faire parler de sa vie, son enfance. Mais comme elle nous dit, par exemple, ma mère, on l'a enregistrée aujourd'hui, et quand elle allait le dire à sa propre mère, vous m'enregistrez pour qu'on raconte notre histoire. Mais quelle histoire? On n'a pas d'histoire dans notre famille, c'est pas de quoi tu parles. Elle a encore beaucoup de mal avec ça. On comprend pourquoi aussi, hein, parce que, mais elle nous donne des petites infos à droite à gauche, par exemple le fait qu'elle se souvienne que son père se soit fait remarquer devant ses yeux. On l'a appris il y a moins d'1 an. Je me dis, quand elle sera sur la fin, on va avoir le droit à un qualité. C'est horrible. C'est sûr, je la connais, c'est sûr. Mesdames et messieurs, l'humour ashkénazi. Mais pas encore. On a quelques petites infos en plus. Elle en lâche à droite à gauche. Mais voilà, c'est sûr. C'est sûr. Elle prend son temps. Merci, c'est absolument passionnant, c'est touchant. Je trouve que c'est autant touchant et autant. Enfin, vraiment, ça fait beaucoup réfléchir. J'avais une question qui m'arrive hyper bizarre. Mais est-ce que vous avez, vous pouvez dire le nom de votre grand-père? Parce que pour moi, ils sont là. Enfin, les gens dans le monde d'après, ils sont là. Et du coup, est-ce qu'on peut savoir son prénom qui a été déporté? Votre arrière-grand-père, du coup. Et on peut savoir tu veux le dire, maman? Il s'appelait Judas Coppel. Et notre arrière-grand-mère, elle est née Sarah Zandberg. Merci. Oui, c'est vrai que on est allé, donc j'ai découvert qu'il y a une arrière-cousine qui est encore en vie et qui dit les noms chaque année quand on récite les noms des gens déportés. Et donc je l'ai contactée il n'y a pas longtemps parce que je suis le mémorial de la Shoah sur Instagram et tous les matins je check. Et là je vois lecture des noms et donc j'appelle sur son fixe. Et je lui dis, écoute, tu vas lire les noms, est-ce qu'il y a d'autres gens qui le font avec toi de notre famille? Elle me dit non. Je lui dis, donc quand tu ne seras plus là, qui c'est qui va le faire? Moi je veux le faire, je veux venir avec toi. Et donc on est allé à 8 h du matin au cimetière de Bagneux, et donc on a marché dans le cimetière, et en fait il y avait carrément toute une association qui existe depuis 1933, qui s'appelle Mykonos Israël, je crois. Parce que les Juifs, quand ils arrivaient de l'Europe de l'Est en France ou d'autres endroits, ils créaient des associations pour pouvoir cotiser, parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, et en fait ils achetaient des caveaux à plusieurs, pour pouvoir être enterrés ensemble, mais ils créaient aussi des mutuelles, ils faisaient des galas, ils faisaient beaucoup de choses pour essayer de ne pas rester seuls, parce qu'ils partaient comme ça. Et donc on a découvert le caveau donc, de Mykonos Israël, où il y a les noms de nos ancêtres qui étaient inscrits, et ça aussi c'est pareil d'arriver face à une sépulture comme ça et de voir le nom, ça fait vraiment quelque chose en fait, ça te permet de te réapproprier ton histoire, et encore une fois on n'est pas obligé d'être des fanatiques de l'histoire, du passé pour bien vivre.
Mais moi je trouve que, regardez là, depuis le 7 octobre, il y a quand même un moment, on est obligé d'être responsable, on est 8 milliards sur Terre. Si on ne fait pas un minimum, je sais pas, d'efforts quand même pour être un peu des citoyens du monde et d'avoir un peu une position sur ce qu'on est nous, personne d'autre va le faire pour nous. Enfin si, il y en a beaucoup qui aiment bien nous dresser des portraits horribles. Et donc je trouve que ça fait du bien d'accumuler un peu des souvenirs du passé pour renforcer aussi ce qu'on veut être maintenant et dans le futur, quoi. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Mais Est-ce que toute cette expérience vous a donné envie de vivre en Israël? Oh, grave. Non, mais Israël, c'est vrai que on est bien là-bas. Non, et puis je sais pas, c'est vrai que c'est pas pareil qu'en France, c'est-à-dire que là-bas, tu peux être un juif un peu... la one again, quoi. Ah, non, mais tu marches à Tel Aviv, il y en a beaucoup qui font pas le Shabbat, mais comme ils sont en Israël et que, je sais pas, il y a une façon d'être juif qui est très libérée, qui est un peu plus, il y a moins de pratique, et en même temps il y a les deux, c'est très mélangé, je sais pas, il y a un côté où... C'est encore une autre version du juif, je trouve là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est peut-être un coup. Moi j'ai 30 ans, je commence à construire une bonne carrière à Paris. Et voilà, j'ai envie de transmettre des histoires, c'est vraiment important, c'est pour ça que je voulais travailler dans le cinéma. Parce que le cinéma est un art accessible à quasiment n'importe qui. Tout le monde a vu un film dans sa vie. Et donc ça prend du temps de faire ça, et aller en Israël, il faudrait tout recommencer. Et puis, j'ai peut-être pas les moyens non plus d'aller m'installer là-bas, ça voudrait dire que je verrais peut-être pas mes parents, parce qu'ils pourraient pas venir me voir. Et franchement, c'est un peu, ouais, peut-être plus tard, quand j'aurai un peu plus de moyens, comme ça j'embarquerai la famille, mais tu vas recommencer. Moi je suis arrivée à 26 ans toute seule à Paris, c'était déjà compliqué de se construire toute seule, sans potes, recommencer une carrière, t'as pas de famille, et là aller refaire la même chose là-bas, pas toute seule. Peut-être pas toute seule, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je sais pas, faire des films franco-israéliens, trouver un moyen de créer des connexions, ça oui, grave. J'espère que je lâcherai jamais mon lien avec Israël, parce que c'est un pays incroyable, heureusement qu'on a ça aujourd'hui. Mais peut-être que ma soeur, elle va aller s'installer là-bas, comme ça je pourrais y aller plus souvent. Oui, j'avoue que moi la question se pose, mais parce que j'ai une opportunité peut-être d'ici quelques mois, donc c'est un... Donc je dois y réfléchir, mais c'est... Oui, je pense que quand on y va en vacances, on aime tous être là-bas, mais y vivre, c'est vrai que c'est une autre question, c'est ça, il n'y a pas d'amis, nous on n'a pas du tout de famille là-bas, enfin, peut-être que si, mais on la connaît absolument pas. Encore un coup de destin. T'as 6 millions de frères et sœurs là-bas quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, c'est quand on y va, enfin, là-bas c'était, quand on est en vacances c'est tellement facile de sociabiliser avec les gens, tout le monde est ouvert, tout le monde pose des questions, tout le monde est tout le temps adorable, on était à l'hôpital, j'étais en train de mourir avec ma soeur en tentant de me ressusciter. Et là, il y a un type, qu'est-ce qui vous arrive? Vous venez de Taglit, bah, tiens, j'ai une barre de chocolat, ta petite elle va pas bien. Ça n'arrive pas en France. Le mec m'a donné une bombe lacrymo aussi, il m'a dit vous allez rentrer toute seule. Attends, il ouvre son coffre, il me donne des trucs, je l'ai pas. Ça n'arrive pas. Voilà, je l'ai toujours d'ailleurs, la petite. Mais voilà, encore une fois, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. On avait déjà notre vie qui était quand même très chouette. Et là, il y a ces nouvelles opportunités qui sont quand même assez multiples, et il faut essayer de coïncider tout ça, quoi. Mais c'est génial. Franchement, c'est que du kiff. Franchement, c'est trop beau. Est-ce que ça vous a donné envie d'un jour fonder un foyer juif et à votre tour de transmettre Ah bah grave. C'est vrai que ce serait surtout en fait J'ai quand même beaucoup d'amis, j'ai surtout un ami qui est en couple avec quelqu'un qui n'est pas juif. Mais lui, il a grandi dedans. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me ferait kiffer pour... parce que je me vois mal, mais je le ferais quand même. Enfin, à un moment donné, si je tombe amoureuse de quelqu'un qui n'est pas juif, je suis quand même une grande romantique, donc je suivrais mon cœur. Mais ce serait magnifique d'avoir voilà, quelqu'un comme Raphaël qui, quand les enfants ils sont là à table, et il raconte les histoires, et lui, il connaît par cœur.
Et du coup, ça me permettrait peut-être de redevenir une petite fille le temps de quelques instants Après, sinon, je le ferais moi-même. Je prendrais le bouquin et je dirais bon, alors, attendez, je sais pas comment on fait. Là, les gars, normalement, on met ça en premier. Je le ferais parce que c'est vrai que je trouve que c'est magnifique de raconter les histoires à chaque fête. Mais c'est vrai que fonder un foyer juif, c'est quand même super important. Je veux que mes enfants ils aient accès à tout ça. Mais peut-être que je les ferais galérer un peu comme moi pour qu'ils ressentent. Tu peux raconter ce que tu as dit en Pologne après oui, la c'est forêt. vrai. Oui, perle après la fosse aux enfants, 800. Petit débrief bien sûr. Et là, donc, la seule chose qu'elle a su nous dire, c'est qu'après un truc comme ça, moi, j'ai envie de faire 800 enfants, quoi. Donc on lui a tous dit, il va falloir s'y mettre, là, ma cocotte. Une question, Anthony? Je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu de montrer cette soirée à votre grand-mère? Ah, c'est une question. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait essayer carrément. C'est la première fois en fait qu'on nous enregistre. Ouais. Et oui, c'est vrai que ça serait chouette de lui montrer. Je pense que tu as raison, c'est sûr qu'il faut qu'on le fasse. Moi, quand je suis rentrée d'Israël, la première chose que j'ai fait, c'est demander à mon patron de me laisser 3 jours de congé supplémentaires pour faire un crochet par Toulouse pour aller voir ma grand-mère. Et là, quand je lui ai parlé de tout ça, c'est vrai que on s'est quand même mise à pleurer et c'est là qu'elle m'a sorti par exemple les lettres, on a récupéré des papiers avec les numéros de convoi, une lettre qu'il a envoyée au tout début quand il est arrivé dans les camps, il faut absolument que tu m'envoies des papiers, donc les lettres qui avaient été traduites du polonais en français. C'est là que j'ai commencé à avoir les premiers documents physiques et donc ça déjà c'était un gros changement pour nous et je lui ai ramené une petite magaine aussi d'Israël et c'est que là, récemment en décembre, je claque la porte pour partir et rentrer à Paris, donc je lui dis au revoir et là quand même juste avant la fin, elle me sort, elle me dit regarde, j'ai ma baguette, mais pareil tout en chuchotant, je lui dis il n'y a que nous, hein, elle chuchote encore, c'est mignon quoi. Peut-être que ça réduira l'échéance du récit maximal. Mais après, il y a d'autres gens incroyables comme Ginette Kolinka, Esther Seno. Il y a plein de gens qui sont encore vivants et ils sont très très vieux maintenant. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui peuvent tout raconter. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à les écouter maintenant. Parce qu'encore une fois, avant, c'était impossible. Je pleurais tout de suite. C'était impossible d'écouter ça, quoi. Mais maintenant, elle a tout pleuré au côté, ça va mieux. Voilà. Merci à tous de votre écoute. Vous êtes invités à un petit repas.